Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Eric, pour cette invitation. Merci pour ces mots très aimables. Et merci à vous tous d'être là, parce que je suis très heureux toujours d'avoir des échanges autour des thèmes qui me sont chers, qui, je pense, nous sont chers. Surtout que nous sommes dans une période très particulière et qu'il est bon, je dirais, de rester justement à l'offensive intellectuellement et donc pratiquement. Puisque le monde des idées a toujours un impact sur la réalité. N'oublions jamais que si on délaisse le monde des idées, ce monde des idées est pris par d'autres. Donc il ne faut jamais le négliger. Et pendant l'heure que nous avons ensemble, j'espère que nous allons pouvoir avoir des échanges qui permettront de nous stimuler. Je parlerai d'éducation, évidemment, mais d'abord, pour commencer, mais aussi pour finir, je voudrais élargir le propos pour me situer dans le cadre que Eric Bonge vient de définir, c'est-à-dire se demander comment passer à l'offensive lorsqu'on est républicain, lorsqu'on est démocrate, dans un monde comme le nôtre, alors même que finalement, si on analyse la situation, nous sommes toujours sur la défensive. Nous sommes toujours en train de parer au plus pressé, nous sommes toujours en train de nous inquiéter de ce qui peut nous arriver, mais finalement, qu'est-ce que propose ce que l'on pourrait appeler le camp républicain et démocrate? Que proposent aujourd'hui les défenseurs de la démocratie dans le monde tel qu'il est? Le programme ne peut pas être simplement d'empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir. Un tel programme est voué à l'échec et un jour, quand le seul programme est d'empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir, eh bien un jour les extrêmes arrivent au pouvoir. Ça peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme, mais si l'on n'a pas aujourd'hui à un jeune de 20 ans quelque chose à proposer sur une société meilleure dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, alors il est normal que d'autres projets de société qui ne nous conviennent pas, venus de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de l'islamisme fondamentaliste, pour ne citer que les trois types de projets de société que nous avons dans le paysage aujourd'hui de manière principale, eh bien, ces projets auront une supériorité intrinsèque parce qu'ils proposent quelque chose. On disait souvent que la République était belle sous l'Empire, au début de la Troisième République, pour signifier qu'il y avait un idéal républicain, un idéal de société à la fin du Second Empire qui motivait le camp républicain pour ce qui se passait ensuite. Aujourd'hui, nous avons largement à rebâtir cela et nous avons donc à être à l'offensive sur le plan interne comme sur le plan international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à mes yeux, qu'il faut dépasser des faiblesses intrinsèques de la démocratie qui, pour certaines, sont identifiées depuis longtemps, pour d'autres, sont plus nouvelles. Celles qui sont identifiées depuis longtemps, elles le sont par exemple très bien dans Tocqueville, qui n'a jamais été autant d'actualité, de même d'ailleurs que Raymond Aron, pour interpréter le monde dans lequel nous sommes. Quand Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, et donc analysant le modèle démocratique en train de se déployer dans les années 1830 aux États-Unis, et voyant que c'est une sorte de vague profonde qui caractérisera le 19e et le 20e siècle, eh bien, mentionne tout ce qui peut poser problème pour la démocratie. Le premier des problèmes, c'est le rapport au temps, le rapport au long terme. Il peut y avoir, nous dit Tocqueville, une supériorité de la monarchie et de l'aristocratie, puisque c'est les trois types de régimes distingués sont monarchie, aristocratie et démocratie à ce moment-là. Il peut y avoir une supériorité intrinsèque de la monarchie et de l'aristocratie par rapport à la démocratie, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'élection, il y a une vision à long terme, et même dans le cas de l'aristocratie, si c'est le gouvernement des meilleurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui la technocratie dans la tradition de Platon, eh bien, ce gouvernement des meilleurs peut se projeter à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, faire de la planification, tandis que la démocratie zigzague d'une élection après l'autre. Ce problème, on le connaît bien, mais il est déjà identifié par Tocqueville, et il faut savoir le dépasser, et je pense qu'il est tout à fait dépassable. Nous avons connu au XXe siècle en France, en étant une démocratie, une capacité à planifier, une capacité à nous projeter à 10 ans, à 20 ans. Ça a été par exemple les grands projets industriels de la France, qui donnent encore Airbus aujourd'hui, qui donnent encore notre force dans le domaine nucléaire et dans le domaine civil. Ça a été des grands projets dont certains ont eu du prestige, mais des difficultés ensuite, comme le Concorde. Mais en tout cas, il y avait une capacité à se projeter dans le futur. Et je pense d'abord et avant tout que la démocratie doit retrouver ça, et la France en particulier. La France en a la capacité. Autrement dit, la capacité à dessiner ce qui peut se passer, notamment d'ici 20 à 30 ans. Quelle meilleure société pouvons-nous avoir? Pour ma part, je dessine déjà un point, et il y en a plusieurs, mais ce qui me paraît fondamental dans la civilisation dans laquelle nous sommes, et quand je dis civilisation, c'est parce que ça dépasse le cas de la France, mais nous en sommes une des grandes illustrations,
c'est que nous devons repartir à la conquête de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre propre territoire. La crise des Gilets jaunes a montré à quel point il y avait une folie dans le fait de concentrer la richesse sur une dizaine de grandes métropoles en France. Ceci conduit à tous les problèmes. Cela conduit à la fragmentation économique, au déclin économique. Ça conduit à la fragmentation sociale et à la fin à la fragmentation politique. Si vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, sa tripartition correspond à la tripartition du territoire. Vous avez une forme d'homogénéité géographique dans les trois grands camps que vous pouvez distinguer. Et ça nous dit quelque chose d'évolution récente, puisque ça n'était pas comme ça il y a encore deux décennies. Tout simplement un reflet de ce dessèchement territorial qui va de pair avec la désindustrialisation et avec une forme de divorce entre les élites et la population. Nous avons donc à repartir à la conquête du territoire. Nous avons une chance extraordinaire. Nous sommes un pays absolument splendide, avec des atouts géographiques incroyables, une histoire d'une richesse extraordinaire, des ressources humaines qui ont toujours été à la pointe. Tout ceci, je vais y revenir évidemment en parlant d'éducation. Donc nous pouvons repartir à la reconquête de nous-mêmes et de là, le reste viendra. Donc, si on joint les deux réflexions que je viens de faire, l'une sur le temps, l'autre sur l'espace, eh bien nous devons avoir une vision à 10 ans, à 20 ans de notre capacité à revitaliser les petites villes, les campagnes de France. Cela va de pair évidemment avec le sujet démographique. Que faisons-nous dans les temps qui viennent pour mieux habiter notre territoire, réencourager notamment des jeunes adultes à s'installer dans les petites villes et les campagnes. Pour ça, il faut qu'il y ait des raisons d'y être, que ce soit l'activité économique ou que ce soit les services publics. C'est toute une planification de ce sujet qui doit se passer. Nous ne devons pas être comme le bouchon au fil de l'eau sur ce point. Nous devons agir. Il y a des exemples qui montrent que ce que je viens de dire n'est pas une vue de l'esprit. Et que sur ce type de sujet, le calcul économique à long terme est supérieur au calcul économique à court terme. Les exemples typiques sont les exemples de réindustrialisation réussie dans certains bassins territoriaux. C'est aussi les initiatives de certains maires pour revitaliser leur ville ou leur village. Pour ma part, j'encourageais beaucoup les maires ruraux à créer de l'attractivité au travers de l'école rurale pour qu'elle serve en quelque sorte de pôle d'attraction, et ça arrive dans certains cas. Mais évidemment, si notre démographie continue à être aussi désastreuse que ce qu'elle est depuis une petite dizaine d'années maintenant, nous ne pourrons rien faire, et c'est pour cela qu'il faut évidemment avoir une vision de cette question aussi. Donc passer à l'offensive sur le plan interne, c'est déjà remédier à cette première difficulté de la démocratie, c'est-à-dire une capacité à se projeter à long terme. Mais je le redis avec force, ce n'est pas une faiblesse intrinsèque, ce n'est pas une fatalité. On peut avoir et la démocratie et le long terme. Simplement, si on ne fait pas attention, on n'a que la démocratie et pas le long terme. Et à la fin, comme on n'a pas eu le long terme, on n'a ni le long terme ni la démocratie. Et c'est bien pour cela que le long terme doit aller avec la démocratie. Et ce long terme, on peut l'appeler république. C'est pourquoi il y a eu certains moments du débat public, il y a une vingtaine d'années, où on avait tendance à opposer vision démocratique, vision républicaine, dans les acceptions françaises de ces termes. En réalité, si je voulais résumer le propos que je viens de vous tenir, je dirais la démocratie sera sauvée par la République. Non seulement il ne faut pas l'opposer, mais il faut les mettre ensemble. Autrement dit, la démocratie qui suppose diversité, élection, pluralisme, libertés individuelles, toutes ces choses qui sont essentielles, ne peut durer, ne peut avoir de sens que si c'est équilibré par la République, c'est-à-dire tout ce qui est symétrique à ce que je viens de dire, le commun, le sens collectif, le sens du devoir en même temps que le sens des droits, et la capacité à avoir, au-delà des élections, par un bien commun qui fait le plus possible consensus dans la population, par-delà les clivages partisans. On doit avoir cet équilibre entre les deux, et ça peut être ça, notre modèle de société. Et derrière ça, on doit pouvoir tenir un discours à la jeunesse qui ne soit pas un discours déprimant, qui ne soit pas un discours gris, qui ne soit pas un discours de défaite, mais qui soit un discours tout simplement de maîtrise de nous-mêmes, puisqu'on pourrait aussi résumer les enjeux en disant que nous devons à la fois mieux maîtriser notre destin collectif, c'est au cœur de l'actualité aujourd'hui, au travers des enjeux de défense bien sûr, mais aussi au travers d'autres enjeux, mieux maîtriser notre destin collectif, mais aussi que chacun maîtrise mieux son destin individuel. Ça peut être cela la promesse républicaine, et ça passe d'abord par l'éducation. Alors en conclusion, tout à l'heure, je viendrai sur d'autres caractéristiques de la démocratie et difficultés de la démocratie et ce que peut se dire pour dépasser ces problèmes.
Mais déjà en commençant par la question de la relation au temps et à l'espace, j'ai voulu aussi introduire le sujet de l'éducation parce que l'éducation, d'abord, je pense, m'attendez sur ce sujet, c'est possible, en ayant en tête une chose évidente et qu'il faut toujours rappeler, c'est-à-dire qu'évidemment l'éducation est la première des réponses aux problèmes que j'ai posés il y a un instant. Un pays qui n'a pas suffisamment d'enfants et qui ne les éduque pas bien ne peut pas espérer avoir un avenir de bonne qualité, c'est une évidence, mais il faut la rappeler et c'est pour ça qu'il faut évidemment miser sur l'enfance, miser sur la jeunesse et son éducation. Là-dessus, vous le savez, j'ai toujours insisté beaucoup et même énormément sur une chose, c'est que une partie essentielle de la vie d'un être humain se joue dans les 8 premières années de sa vie. C'est quelque chose qui est tout à fait démontré aussi bien par les sciences cognitives que par, je dirais, l'ensemble des sciences. Et cela signifie qu'une société, et ça rejoint ce que j'ai dit en introduction, doit investir dans ses enfants. Et qu'une société qui va bien est une société qui met le paquet, si vous me permettez l'expression, sur les 0 à 8 ans, sur la femme enceinte, sur la vie familiale, sur ce qui se passe de 0 à 3 ans, donc aussi les crèches, sur l'école maternelle, sur le début de l'école élémentaire, et la suite évidemment aussi, mais déjà mettre le paquet sur les 0-8 ans, c'est mettre le paquet sur l'avenir, sur les 30 ans qui viennent, et la suite. Il a déjà même... Ce n'est pas seulement une approche humaniste, c'est aussi un calcul économique de long terme pertinent. Des études économiques dont une a valu le prix Nobel à celui qui l'avait faite démontrent qu'un euro que vous dépensez aujourd'hui dans les questions d'éducation, c'est 8 euros que vous ne dépensez pas 20 ans plus tard dans les dépenses sociales. C'est une évidence et donc c'est une évidence malheureusement trop négligée. Pour vous donner un exemple, lorsque je suis arrivé au ministère, un diagnostic qui était facile à faire et un peu triste, c'est que la France est un pays qui dépense moins que la moyenne des pays de l'OCDE pour son école primaire et plus que la moyenne des pays de l'OCDE pour son enseignement secondaire. C'est évidemment absurde. Il faut dépenser pour l'enseignement secondaire, bien sûr. Mais chacun comprend bien que ce qu'on n'a pas fait pour l'enseignement primaire, eh bien, c'est ça en moins aussi pour l'enseignement secondaire, puisque ça veut dire des enfants qui arrivent en 6e avec un niveau insuffisant, etc., etc. Donc il faut... Et donc, au cours de mes années à l'éducation nationale, par exemple, j'ai surinvesti dans l'école primaire, et c'est vrai, fait un peu de serrage de ceinture côté enseignement secondaire. Ça ne m'a pas toujours valu que des amis. J'ai par exemple créé des postes tout au long du premier quinquennat à l'école primaire et j'en ai supprimé dans l'enseignement secondaire pour rester équilibré. En fait, il y a eu à peu près 0 poste supprimé ou créé pendant que j'étais. Ce qui était ma doctrine, on n'avait pas besoin de plus de postes, mais de mieux les répartir. Ce que j'ai fait, et je dis ça pour illustrer mon propos d'introduction, ce que j'ai fait était totalement contre-intuitif. Puisque du fait de la vague démographique, il y avait de moins en moins d'élèves à l'école primaire et de plus en plus d'élèves à l'enseignement secondaire. Donc, si j'avais fait comme on faisait depuis des décennies, et comme, pardon de le dire, on se remet à le faire maintenant, eh bien, j'aurais fait un travail purement mécanique, qui d'ailleurs permet de mieux passer la rampe dans l'opinion publique dans l'immédiat. C'est-à-dire, j'aurais supprimé des postes dans le premier degré, créé des postes dans le second degré, qui continuaient à avoir une hausse du nombre d'élèves, et cette espèce d'automatisme un peu simpliste aurait accentué encore plus le problème que je vous ai mentionné avant. Mais mon calcul a été un calcul de long terme, c'est-à-dire de dire de toutes les façons la vague démographique elle arrivera ensuite dans le second degré quand je ne serai plus ministre, et donc il vaut mieux ne pas créer des postes qui non plus n'auraient pas de sens ultérieurement. En revanche, ça vaut la peine de mettre le paquet dans le premier degré parce qu'on doit sauver les écoles rurales, parce qu'on doit dédoubler les classes dans les secteurs les plus défavorisés, parce qu'on doit améliorer le taux d'encadrement partout, à l'école maternelle en particulier, où il y a des classes surchargées. Et donc ce coût double, si vous voulez, c'est-à-dire investissement budgétaire plus baisse démographique, a conduit à une amélioration du taux d'encadrement à l'école primaire en France. Et c'est ce qui participe aux premiers résultats encourageants qu'on peut avoir à l'école primaire. Pour ceux qui ont lu La Citadelle, vous savez que cette stratégie était donc basée d'abord et avant tout sur l'école primaire. Je voudrais la rappeler aujourd'hui parce que j'ai dit il y a un instant qu'il y avait beaucoup trop de discours gris dans notre pays et qu'on a une propension à insister sur nos difficultés, insister sur ce qui ne va pas et ne pas parler ni de nos leviers de réussite, ni même de nos réussites et des quelques victoires qu'on peut avoir, que j'ai à cœur dans ce genre de moment de rétablir un peu les choses, si vous voulez. D'abord, et puisqu'il y a beaucoup d'acteurs du monde éducatif là,
de manière un peu générale, il faut faire attention à la façon dont on parle du système scolaire. Quand on en parle au déjeuner le dimanche en famille, on peut croire que absolument le système est totalement dévasté, que rien ne va, que tous les enfants se tapent dessus, que les professeurs sont tous nuls, et d'ailleurs ils ne comprennent pas notre petit chéri, etc. Et donc cette espèce de vision, qui est maintenant notre vision partagée à tous, est évidemment une sorte de cercle vicieux. On ne rétablira pas pleinement l'école en France si nous sommes tous dans une sorte de masochisme collectif, consistant à d'abord taper sur l'éducation nationale avant de commencer toute discussion. Il faut aimer notre pays, il faut aimer aussi nos institutions. Je n'utilise jamais le fameux terme de pachyderme préhistorique parce que quelle institution souffrirait, pourrait supporter d'être sans arrêt qualifiée d'une manière péjorative de cette façon-là? Elle a d'énormes défauts, je les connais, cette institution. Elle a aussi d'énormes qualités, je les connais aussi, et en tant que chef de cette maison, évidemment, c'était naturel d'insister sur les qualités et de faire levier avec ces qualités. Et c'est ce que devraient faire normalement tous les Français. Et quand vous connaissez des réalités scolaires autour de vous, je suis assez certain que vous avez tous des bons exemples et des mauvais exemples de la réalité scolaire. Et si on ne parle que des mauvais exemples, on oublie par exemple que 95% des élèves dans les enquêtes disent qu'ils sont heureux à l'école. On oublie la capacité d'intégration que le système scolaire a encore en France. On oublie toute une série d'initiatives qui ont pu exister. Par exemple, quand on a créé l'internat d'excellence de Sourdin en 2010, certains d'entre vous étaient acteurs de ça. Bah, ça veut dire 500 enfants par an qui sont dans des réussites extraordinaires depuis. Et ça, c'est un petit exemple à côté de bien des choses de ce genre. Il y a plein de petites réussites françaises au quotidien, il faut le dire. Mais maintenant, de manière plus générale, je voudrais rappeler que pour l'école primaire, la stratégie a reposé sur 4 piliers qui ont encore de la valeur aujourd'hui. Le premier, le plus connu, a été le dédoublement des classes en CP, CE1 et ensuite même en grande section de maternelle. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, chaque année, il y a 400 000 enfants qui bénéficient d'une classe à 12 pour l'entrée dans les apprentissages. Et ce point-là est absolument fondamental, en cohérence avec ce que je vous disais avant. D'autant plus que nous étions supposés être le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, et je vous l'annonce, puisque aucune radio ne vous le dira, nous ne sommes plus le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, tel que nous avons été mesurés par Pearls et par PISA. C'est lié aussi, j'y reviendrai, au moindre confinement que nous avons eu par rapport aux autres, mais c'est aussi parce qu'on a misé aux racines des problèmes en faisant ça, et je le dis avec fierté, j'espère sans prétention excessive, mais c'est la politique d'éducation prioritaire la plus importante qui a été menée depuis qu'existe, depuis 1981, l'éducation prioritaire. C'est-à-dire on n'a pas mis des sparadraps, on est vraiment allé à la racine du sujet, c'est-à-dire lire, écrire, compter pour les enfants les plus défavorisés. Vous avez aujourd'hui des élèves de la Goutte d'Or dans Paris qui ont le même niveau que des élèves du 7e arrondissement en fin de CM2, parce que ceci a été fait, et ceci a été fait avec des évolutions pédagogiques sur lesquelles je reviendrai un instant. Deuxième facteur qui a été très important, et là qui est moins connu, mais que les professionnels connaissent, c'est les évaluations de début d'année en CP, mi-CP, début de CE1, début de CM1, début de 6e, début de 4e et début de seconde, qui fait que tous les élèves de France sont désormais mesurés en début d'année sur leur niveau en français et en mathématiques. Ça n'a l'air de rien, mais ce point-là change énormément de choses. Auparavant, on était dans une sorte de brouillard, c'est-à-dire on disait des généralités sur le niveau des élèves, mais on n'avait rien de précis ni sur chaque élève, ni sur le collectif. Aujourd'hui, dans chaque école de France, on peut se dire mais pourquoi est-ce que les CP sont si mauvais en grammaire en ce mois de février? Pourquoi est-ce que tous les CM1 arrivent avec tant de faiblesses en géométrie dans l'école X de tel endroit? Pourquoi ça n'est pas le cas dans l'école Y qui est à 3 km de là? Eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est désormais le travail quotidien des inspecteurs de l'éducation nationale et des équipes de professeurs dans les écoles d'analyser et d'avoir en début d'année un tableau de bord de leurs élèves, aussi bien individuellement que collectivement. Ça a aussi fait évoluer la relation parents-professeurs, parce qu'on peut parler au début d'année d'une sorte de radar que l'on a, de portrait que l'on a de l'enfant. Et si vous avez autour de vous des enfants des âges que je viens de citer, c'est forcément le cas, vous voyez de quoi je parle. Et bien sûr, tout le jus de cela n'a pas encore été pleinement donné, mais c'est un vecteur de progrès dans la durée. Un troisième pilier a été la dimension pédagogique, ce qu'on a appelé le plan français et le plan mathématique. Là aussi, ça ne fait pas grand bruit, ça ne fait pas la une du journal de 20 heures, mais ça signifie qu'on a
procéder à un plan de reformation de tous les professeurs des écoles de France en français et en mathématiques, et de manière très pragmatique, puisque en tenant compte justement du niveau concret des élèves par les évaluations dont je viens de vous parler. Et là aussi, sans rentrer dans tous les détails, ça signifie aussi qu'on s'est alimenté à ce qui a été démontré comme étant réussi en matière de méthode de lecture, d'écriture, de calcul. À l'époque, vous vous en souvenez, il y a eu toutes les polémiques parce que j'ai dit qu'il fallait que la méthode syllabique redevienne la méthode commune de tous. Eh bien, c'est ce qui est passé au travers du plan français, comme en mathématiques, le fait de maîtriser les 4 opérations le plus tôt possible est passé. Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, ça concerne 350 000 professeurs des écoles. Donc, il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, on va améliorer une chose pareille. De nouveau, il faut avoir le sens du long terme, c'est-à-dire que vous avez un impact lent et long et un peu hétérogène, il faut l'admettre, sur les 350 000 personnes, qui à leur tour vont avoir un impact lent et long sur les élèves. C'est un travail de longue haleine. Il y a 20 à 30 ans de déclin à reprendre à la source, si vous voulez. Donc, ce qui a été frappant dans ce que j'ai eu à vivre, c'est le phénomène qu'on peut appeler le phénomène Gorbatchev, si vous voulez. C'est le moment où vous ouvrez le capot et vous retroussez les manches pour changer les choses, que tout le monde vous tombe dessus en disant la voiture va pas bien. Mais c'est plus simple de faire comme si le moteur était encore en pleine forme et de continuer les kilomètres et ensuite de passer la clé au conducteur suivant en sifflotant. Donc, j'affirme, évidemment, je suis prêt à tout débat sur ce sujet, qu'en 2017, on a fait une sorte de bascule dans l'autre sens, et que cette bascule dans l'autre sens, elle produit des effets dans la durée. Encore faut-il que les sillons qui ont commencé soient creusés et approfondis. C'est pour cette raison qu'on a créé le Conseil scientifique de l'éducation nationale en 2017, que j'ai nommé à sa présidence Stanislas Dehaene, qui est professeur de sciences cognitives au Collège de France et que sans doute beaucoup d'entre vous ont lu ou entendu. Et j'ai plaisir à dire que Stanislas Dehaene, au moment où je vous parle, est toujours président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc ça peut dire que ça produit des outils pédagogiques utiles pour les professeurs et que ça donne le sens de la durée aux acteurs du système. Puis enfin, 4e pilier de l'école primaire, je l'ai évoqué en introduction, c'est l'amélioration du taux d'encadrement. Pendant 5 années, de 2017 à 2022, le taux d'encadrement de toutes les classes de toutes les écoles primaires de France s'est amélioré en moyenne par département à chaque rentrée scolaire. Autrement dit, on est passé de classes qui souvent pouvaient être autour de 25 à des classes qui sont autour de 22. Mais ça, c'est une moyenne évidemment qui masque bien des réalités. Vous trouverez des classes à 28 et vous trouverez des classes à 15. Et puis dans l'enseignement privé, ça va souvent être un peu plus que ça. Je vous l'accorde volontiers, je connais ces réalités. Mais on a aussi fait des efforts de ce côté-là. Le fait est que les quatre piliers du renouveau de l'école primaire ont été posés. Bien sûr, bien d'autres choses peuvent être faites. Mais je dirais le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien en la matière. Ce qui est très important, c'est les grandes tendances structurelles que l'on met en œuvre et j'espère qu'on va les continuer. Et puis, je vais donc, pour répondre aux attentes d'Éric, j'accélère sur le collège et le lycée. Sur le collège, pour dire que, effectivement, pendant les 5 années, c'est le domaine sur lequel on a le moins agi. Tout simplement parce qu'on a fait énormément sur l'école primaire et lycée et qu'on ne pouvait pas tout faire à la fois, mais aussi parce qu'il y avait un plan sur 10 ans qui consistait à d'abord prendre l'école primaire, puis le collège. C'est pourquoi ce qui s'est passé depuis, je l'ai soutenu. C'est-à-dire, même si il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le sujet des groupes, de besoins de niveau, comme vous voulez, ou sur d'autres questions qui ont été abordées ces derniers temps. Mais surtout, ce qui ne va pas dans ce qui s'est passé ces 3 dernières années, c'est l'instabilité ministérielle, et qui est vraiment, pour moi, une honte, hein, quelque chose qui me fait souffrir presque dans ma chair, parce que ce qu'on avait réussi à démontrer de 2017 à 2022, c'était justement la stabilité ministérielle, c'était le fait qu'on pouvait avoir le sens de la durée, qu'on avait un cap et qu'on le tenait. Et donc Emmanuel Macron a battu 2 records simultanément, le record de longévité d'un ministre de l'Éducation nationale, j'en suis votre incarnation et votre serviteur, et puis le record d'instabilité, même la 3e République et la 4e République n'avaient pas réussi à faire 6 ministres en moins de 3 ans. Et c'est évidemment très mauvais. Vous ne pouvez pas dire
on va faire le choc des savoirs, on va reprendre, comme si d'abord il n'y avait pas eu cette initiative, comme si on était dans une alternance. Donc on se crée des alternances internes en quelque sorte, et en plus, hop, filer au bout de 4 mois parce qu'il y a mieux à faire. Franchement, ça m'a rappelé d'autres épisodes antérieurs et c'est pas bien. Je veux dire, l'éducation nationale doit être la moins politisée possible, elle doit être la plus consensuelle possible et elle doit être la plus située dans la durée. Mais le fait est que au collège, nous avons créé la mesure devoir fait que vous connaissez bien, dont le principe est là aussi non seulement de hausser le niveau des élèves, mais de réduire les inégalités en disant qu'il faut des devoirs pour accentuer l'autonomie des enfants, mais que, évidemment, certains enfants sont très défavorisés par rapport à d'autres dans leurs conditions familiales, et que donc ça doit être gratuit et possible à l'intérieur de l'établissement, et c'est quelque chose qui bénéficie aujourd'hui, là aussi, à plus de 700 000 enfants par an. Donc c'est évidemment là aussi un progrès tranquille mais important qui a été accompli. Et puis le lycée, en commençant par le lycée professionnel qui est trop souvent passe au second plan, j'ai sans arrêt affirmé que c'était ma deuxième priorité après l'école primaire. Nous avons fait beaucoup de choses dans la matière, je ne reviendrai pas là-dessus, certains d'entre vous connaissent bien. C'est jamais assez, c'est aller de pair avec ce qu'on a fait dans le domaine de l'apprentissage. Mais plus d'élèves sont allés dans l'enseignement professionnel et l'apprentissage au cours de ces dernières années. Et la carte des formations s'est remodelée dans un sens qui est plus cohérent avec la vie économique telle qu'elle est, et donc qui va plus dans le sens de l'insertion. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un sujet auquel je continue à me dédier, puisque les métiers de la transformation écologique, qui correspondent beaucoup aux métiers de la réindustrialisation verte de la France, sont des métiers en tension, comme on sait, et que dans le projet dont je m'occupe, qui s'appelle Terra Academia, consistant à créer des campus de la transition écologique, eh bien, notre but est justement d'offrir des possibilités de formation et de débouchés. Alors, je profite pour le dire, d'ailleurs, il y a un établissement dans le Nord, à Arras, qui s'appelle Gaudimont, avec lequel on est très, très relié pour le campus d'Arras que l'on a créé. Et puis, le lycée général et technologique, c'est beaucoup plus connu ce que nous avons fait, mais ça a été, à mes yeux, incroyablement caricaturé. Comme je n'ai pas de longues minutes pour vous parler de cela, je voudrais d'abord commencer par dire, et vraiment au risque de paraître présomptueux ce matin, mais je suis extrêmement fier de la réforme du baccalauréat. Et ça rejoint la métaphore de la voiture dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le baccalauréat a été dans une espèce de baisse d'intensité depuis longtemps, pour toute une série de raisons. Le lycée était devenu standardisé, la filière S était finalement une sorte de filière supérieure aux autres, dans une sorte de hiérarchie non dite, et toute une série d'absurdités découlaient de cette situation. La première de ces absurdités, qu'il faut toujours avoir en tête, c'était 60% d'échecs en fin de première année d'enseignement supérieur en France. C'est-à-dire que tout le système s'est enquisté pendant de nombreuses années autour d'une forme d'irresponsabilité, c'est-à-dire les élèves passent de classe en classe, on ne fait pas trop attention à la consolidation des savoirs fondamentaux, mais on laisse passer, même le baccalauréat est relativement facile à avoir, et ensuite, la seule première heure de vérité, c'est quand vous êtes dans un amphi avec 1000 élèves, 1000 étudiants, et qu'à la fin vous échouez, vous faites 10 fautes d'orthographe par page, et on vous dit vous ne pouvez pas aller plus loin. Et là, une espèce de gigantesque gaspillage humain, individuel et collectif se produit, qui est une sorte de honte qu'il fallait prendre à bras-le-corps. Et c'est pourquoi vous avez la réforme du bac, la réforme du lycée, la réforme Parcoursup aussi, qui... D'ailleurs, je note que Parcoursup, au début, était assez populaire, et on disait bravo la ministre de l'Enseignement supérieur, et maintenant c'est assez impopulaire, on dit mais qu'est-ce qu'a foutu Blanquer? Et j'assume complètement, y compris Parcoursup, mais c'est de saison de dire cela. Et quand on critique Parcoursup, d'ailleurs, je dis toujours, très bien, critiquons, mais que celui qui critique ou celle qui critique dise ce qui serait mieux que Parcoursup, qui n'est jamais qu'une plateforme de rencontre de l'offre et de la demande. Et quand un étudiant, un élève, est refusé de manière qui peut paraître injuste, et ça peut arriver, c'est pas Parcoursup. Derrière Parcoursup, il y a les établissements. Et les établissements font plus ou moins bien, mais souvent plutôt mieux que mal, ce travail. Mais un mot quand même sur le lycée en tant que tel. Je suis très fier de l'évolution vers les enseignements de spécialité. Je pense que ça permet de vrais parcours pour les élèves. La campagne qu'il y a eu pour dire que les maths et les sciences ont été affaiblies par ça est une campagne complètement fausse.
Et là, on a un sujet démocratique complet, c'est-à-dire, je peux passer des heures là-dessus, je l'ai fait 2 heures à l'école des mines il y a peu de temps. Par rapport à la question de la désinformation en démocratie, qui est une autre faiblesse sur laquelle je reviendrai, cette histoire-là est un cas d'école. Au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant d'élèves en prépa scientifique en France. Donc pour une réforme qui a abîmé la préparation de nos futurs ingénieurs et chercheurs, c'est quand même embêtant. C'est une des illustrations les plus dingues de ce que j'ai dit en commençant, c'est-à-dire notre appétit pour la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que même quand il y a une bonne nouvelle, il faut non seulement la cacher, mais même mentir pour afficher une mauvaise nouvelle. Donc vous avez eu des tas de gens dans les médias pour expliquer que la France s'était tiré une balle dans le pied avec la réforme du bac, et ils existent encore, et même quand vous leur montrez des preuves, ça continue. Et vous interrogez n'importe qui dans la rue, et je pense que vous-même, probablement, sauf si vous avez regardé ça de très près, vous pouvez le penser parce que vous n'entendez que ça. Tout le monde pense aujourd'hui en France que les maths et les sciences ont été affaiblis par la réforme. Ça n'est pas vrai. Les élèves qui choisissent les sciences en font plus, les programmes sont devenus plus exigeants, donc ils ont plus d'heures, c'est devenu plus exigeant, et par-dessus le marché, ils sont plus heureux dans ce qu'ils font, et donc ils réussissent davantage dans la suite de leur parcours. Il n'y a pas moins de filles qui font des maths et des sciences. Le double enseignement de spécialité le plus choisi par les filles, là, en cette année, c'est maths et physique-chimie. Comme abandon des sciences par les filles, on fait mieux. Donc, si vous voulez, bien sûr, il y a encore 1000 progrès à faire. Hein. Si on fait la photo, elle est encore très imparfaite. Mais si vous faites le film, c'est un film en montée et ce n'est pas un film en descente. Et aujourd'hui, toute l'énergie sur ce sujet, c'est-à-dire la préparation de nos futurs scientifiques et ingénieurs en France, et le fait qu'il y ait un maximum de jeunes filles qui choisissent ces filières, qui sont 2 défis très importants. En effet, on doit encore améliorer, mais l'énergie que nous mettons ne doit pas être pour faire des débats stupides, elle doit être dans le fait en amont de la classe de première, donc au collège et en seconde, et même à l'école primaire, motiver les enfants et les adolescents, et tout particulièrement les filles, à choisir ces filières, et ça, c'est là que l'énergie du pays doit se mettre. Ce n'est pas dans le fait de raconter des sornettes sur l'impact de la réforme. Vous pouvez vous dire, c'est un plaidoyer pro-domo, c'est bizarre, j'ai entendu tout le contraire, j'ai lu tout le contraire, etc. Ce que je vous ai dit est totalement vérifiable. Quand je vous dis, si c'est faux qu'il n'y a jamais eu autant d'élèves en prépa scientifique, vous tapez tout de suite sur votre téléphone, vous aurez la réfutation. J'invite chacun à regarder les programmes de maths d'avant, les programmes de maths d'aujourd'hui. On est reparti vers l'exigence, ça n'était jamais arrivé depuis 40 ans. Etc., etc. Je vois la statue du commandeur s'approcher, et donc je vais vers la conclusion. Tu as la chance d'avoir été le premier ministre de l'Éducation dans la durée. Tu as été un combattant. À un moment, quand on lit ton livre, et de ce qu'on sait, tu l'as payé. On n'aime pas un ministre courageux. Voilà. Bon. Et au fond, ton expertise va servir à la République, mais j'espère que tu vas pouvoir être, parce que je t'ai écouté récemment encore au Sénat, dans de bons conseils pour une République offensive en dehors de l'éducation. Alors, je suis désolé, mais ton avenir est dans des doubles expertises. Merci. Alors d'autant plus que, je ne sais pas si tu la raconteras, mais l'affaire des fake news, c'est là où nous étions ensemble au Sénat, moi comme participant et toi en conclusion, où tu as à la fois montré le côté éducatif du combat, mais aussi ce qu'on doit faire dans une République qui est attaquée par les fake news, etc. Et ça rejoint l'IA. Et tu as raconté, je ne sais pas si tu le feras, comment, même si dans une émission, on arrive à contredire celui qui t'a accusé par des tweets, et qui dit devant la journaliste, dans un débat où vous êtes tous les deux, non, tu lui apportes la preuve, c'est faux. Ça, voilà. Parce que Jean-Michel a été tout à fait courageusement essayé de gagner une circonscription dans le Loiret. Je sais que ça a été une expérience extrêmement violente pour toi, mais je pense... Mais bonne aussi. Oui, voilà. C'est agréable, il y a une témoin de ça. Ah bon, notre amie Astrid, qui est conseillère de Martin Lévrier, qui est un grand ami, sénateur qui n'a pas pu être là. Parce que... Bon, je te repasse la parole, mais voilà. D'accord, j'élargis le propos.
disons... Non, j'ai 5 minutes pour terminer, et puis après on fait des questions. Voilà. Donc, sur le lycée, alors pour tout ce que je viens de dire, je vous renvoie évidemment au livre, hein, où je peux rentrer dans plus de détails, et aussi il y a des annexes chiffrées sur l'ensemble de ces questions. Mais pour conclure et répondre à l'invitation d'Éric, je vais maintenant élargir le propos en revenant sur, d'abord, pour dire que l'éducation était évidemment essentielle et que nous savons ce que sont les pistes de progrès pour l'éducation. L'éducation n'est pas un sujet totalement circulaire, où ce seraient toujours les mêmes débats, avec toujours les mêmes impuissances qui caractériseraient la situation. L'éducation est un sujet pour lequel on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'abord parce que les études internationales sont de plus en plus poussées, parce qu'on a l'expérience, on a le recul, parce qu'il y a les évolutions technologiques autour de nous. Donc, c'est pas une science exacte, c'est à la fois une science et un art. Et c'est un art du quotidien pour les professeurs. Mais en tout cas, le fait est qu'on doit agir sur l'éducation et tout ce qui entoure l'éducation, c'est-à-dire la famille, les activités périscolaires, les activités extrascolaires. C'est ainsi qu'on a créé les vacances apprenantes, devoirs faits dont je parlais tout à l'heure, et ainsi de suite. Les questions sportives et culturelles sont essentielles dans ce cadre. Bref, ce que je préconise d'abord et avant tout, c'est une société qui a comme priorité l'enfance et la jeunesse, et qui passe ce message psychologique à son enfance et à sa jeunesse, plutôt que de se consacrer à des débats qui l'épuisent. Le cas des retraites est d'ailleurs un exemple terrible, c'est-à-dire qui est là lui aussi dans l'actualité, c'est-à-dire, je ne dis pas que ce n'est pas un problème important, c'est un problème très important, mais le fait de centrer la société sans arrêt sur la question des retraites dans des combats qui de toute façon sont des combats binaires et fratricides, alors qu'on doit parler aux jeunes surtout de ce qu'ils vont faire dans le futur, me paraît être tout à fait typique. Je ne me situe même pas sur un plan technique, mais sur un plan psychologique, de ce qui ne va pas dans la façon d'afficher des priorités politiques aujourd'hui. Alors cette République offensive, elle passe, je l'ai dit, par la question du long terme, mais elle passe aussi par la capacité de la démocratie à se donner les outils de la victoire face à ses adversaires, sur le plan interne comme sur le plan externe. Là aussi, c'est une vieille problématique, mais qui prend un tour nouveau, parce qu'il y a une asymétrie des démocraties par rapport aux autoritarismes. On l'a vu pendant la crise sanitaire, par exemple, où la Chine pouvait décider en un instant des mesures drastiques, et il y a eu beaucoup de commentateurs à l'époque pour dire bah, « c'est la supériorité d'un régime autoritaire sur nous qui sommes foutraques, désorganisés, etc. » Quand vous faites le bilan au bout de 2 ans de crise sanitaire, en réalité, il n'y a pas une supériorité de la Chine sur la France dans sa manière de gérer la crise sanitaire. Et même on voit qu'à un moment donné, la Chine part dans le fossé parce que c'est des mauvaises décisions prises de façon autoritaire qui non seulement sont très graves pour les libertés, mais en plus ne sont même pas efficaces. Donc on ne doit pas faire de complexe. La France ne doit pas faire de complexe, la démocratie ne doit pas faire de complexe. Il faut être fier de ce que nous sommes, fier de notre héritage et le porter beaucoup plus loin. Et nous devons regarder en face cette question de l'asymétrie pour se donner tout simplement les outils de notre victoire sur ce qui met en cause la démocratie. Sur le plan interne, la plus grande des menaces, à mes yeux, c'est le fanatisme islamiste, et je l'ai dit dans bien des cénacles. Cela m'a valu quelques difficultés et parfois des divergences au sein de la majorité. Là aussi, c'est pareil, je reprends ma métaphore de la voiture, c'est beaucoup plus simple de rien dire sur le sujet. Mais vraiment, vous le savez, mais je peux vous le dire depuis l'intérieur du système, ne rien dire vous met beaucoup plus à l'abri. Et j'en connais qui savent dire juste ce qu'il faut à temps pour prendre ce qu'il faut de popularité, mais pas prendre la vraie réalité des problèmes. Là aussi, je renvoie au livre sans rentrer dans les détails, mais je suis totalement convaincu que la laïcité est une très grande force de la République au service de la démocratie. C'est une des illustrations de ce que je disais tout à l'heure. La République, au travers du concept de laïcité, donne à la France quelque chose de très fort pour affronter cette réalité. Alors je le dis tout de suite, parce qu'Éric y a fait allusion tout à l'heure, la laïcité, c'est absolument pas la lutte contre la foi, contre les convictions, etc. C'est tout l'inverse, vous le savez tous. C'est au contraire un cadre de liberté pour cela. Et si l'islamisme fondamentaliste pose un problème aujourd'hui, c'est par son prosélytisme, c'est par la violence auquel il donne lieu parfois, c'est aussi par l'égalité homme-femme qui est atteinte au travers de ce qu'il porte, et c'est le projet politique tout à fait explicite qu'il faut savoir regarder en face.
faire comme si ça n'existait pas à quelque chose de scandaleux. Et d'ailleurs, c'est cela qui fait le lit de l'extrême droite, parce que si on laisse à l'extrême droite le monopole de mentionner ce genre de problème, comme le problème existe bel et bien, pas la peine de faire un dessin sur ce qui nous arrive politiquement depuis une vingtaine d'années en la matière. Donc j'assume complètement ce discours laïque, ferme et clair, qui est un discours de liberté et qui est le discours républicain dont nous avons besoin, et dont nous avons besoin à l'échelle de l'Europe. Vous avez parfois des délégations d'Allemagne, d'Angleterre, de différents pays qui viennent voir ce qu'est cette laïcité française. Bien des gens essayent de nous faire croire, aussi bien en France qu'à l'étranger, que la France serait désuète, à côté de la plaque, ringarde, avec son concept de laïcité. Les Américains ont beaucoup cherché à faire penser ça. Regardez la situation de la société anglaise aujourd'hui par rapport à la montée de l'islamisme. C'est une situation catastrophique. Le communautarisme, par concession, est arrivé à une situation que j'espère est réversible, mais c'est difficile. La charia, certains juges la font respecter sur le territoire de l'Angleterre. C'est quand même au nom du respect des coutumes des uns et des autres. C'est évidemment le modèle de société dont nous ne voulons pas. Et je pense que le communautarisme est une catastrophe pour la démocratie. Nous sommes d'abord et avant tout des citoyens, et ensuite nous avons nos convictions, nos appartenances, qui sont bien normales. Mais nous sommes d'abord, et c'est là aussi l'équilibre entre république et démocratie que vous voyez. Donc la laïcité, c'est une force, et ça fait partie de ces outils essentiels par lesquels la démocratie peut faire face à un défi. Et sur ces sujets, la faiblesse ne mène à rien. Il est au contraire essentiel d'afficher quelque chose de fort et ferme. Chaque fois que nous l'avons fait, nous avons emporté des victoires, comme par exemple la loi de 2004 pour l'interdiction du voile à l'école, qui est une très belle victoire. Et chaque fois que j'ai pris des mesures dans ce sens, notamment au travers du Conseil des sages de la laïcité, nous avons là aussi emporté des victoires. Je rappelle d'ailleurs au passage que la baya était interdite quand j'étais ministre. C'était juste un sujet parmi 50. Et voilà, un élève ne pouvait pas venir avec la baya à l'école. C'est parce qu'il y a eu un essuie-glace dans un sens puis dans l'autre que c'est devenu un sujet de société et un thème de popularité facile. Mais la baya était tout simplement interdite. Rappelons-le. Alors après qu'il y ait des trous dans la raquette sur le terrain, ça arrive, mais c'est justement contre ça qu'il faut lutter. Donc la laïcité est un sujet fondamental et l'une des illustrations les plus fortes de ce qu'on peut dire sur les outils de la République pour consolider la démocratie. Et puis, c'est dans l'actualité, et je terminerai par là, c'est évidemment vrai aussi à l'échelle internationale. La démocratie doit être puissante et armée. Et de nouveau, on retrouve la question des complexes d'infériorité et du fait que nous acceptons trop facilement de nous auto-dénigrer. Quelqu'un rappelait que la Russie, c'est autour de 150 millions d'habitants, les États-Unis, c'est autour de 300 millions d'habitants, l'Europe, c'est près de 500 millions d'habitants. Notre PIB est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Nos armées ne sont beaucoup moins épuisées, heureusement, que ne l'est l'armée russe dans la situation actuelle. Donc, il y a évidemment, je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations géopolitiques du moment, mais la situation est très grave, mais d'un mal peut naître un bien, nous le voyons tous, c'est-à-dire d'abord une conscience de l'importance des dépenses de défense indispensables dans notre pays, le caractère encore plus indispensable de l'esprit de défense, de l'unité du pays face aux différents enjeux qu'il y a, et troisièmement, d'une beaucoup plus grande union des Européens sur ces questions. Et la France peut avoir un rôle de la première importance, mais même le rôle de première importance dans cette nouvelle configuration. Et elle peut l'avoir sans avoir de honte d'elle-même. Elle a au contraire tout à fait les moyens de jouer ce rôle aujourd'hui. J'en suis totalement convaincu. Et ce qui m'attriste, c'est les discours de défaitisme ou les discours d'autodénigrement permanent. Ça n'a jamais aidé à remporter des victoires. Et il faut au contraire aujourd'hui se doter de ces éléments. Et par rapport à la référence aux nouvelles technologies, là aussi nous pouvons être en pointe. Et c'est vrai dans le domaine militaire comme dans d'autres domaines. La France a très souvent fourni les chercheurs de premier ordre sur ces questions. L'arrivée de l'intelligence artificielle, pour terminer sur ça, a un impact considérable, pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la vie civile. Il faut vraiment le dire, une révolution exceptionnelle qui est en train de se passer en ce moment. Donc là aussi,
par rapport à tous ceux qui ont l'impression que l'histoire est finie, qu'il ne se passe plus rien de nouveau dans notre monde. Au contraire, c'est comme la découverte de l'Amérique ou quelque chose de cet ordre dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est en train d'arriver est au moins aussi important que l'arrivée d'Internet à la fin des années 90. Et on voit à quel point Internet a changé nos vies. Donc il faut en prendre la mesure. Il faut voir aussi tout ce que ça a de positif. Par exemple, plusieurs de nos défis de société peuvent être améliorés par l'intelligence artificielle. Ça suppose la bonne formation de nos jeunes en la matière, ça suppose aussi les investissements adéquats. Ce sont plutôt des choses qui sont faites aujourd'hui. Mais je terminerai en disant que le monde qui se dessine va être hyper technologique. Mais étant hyper technologique, il doit être encore plus humain. Et c'est le rôle de l'éducation de faire en sorte qu'il le soit. Il n'y a pas de fatalité à ce que le monde technologique soit un monde inhumain. Bien sûr, c'est la pente naturelle des choses. Mais il peut y avoir une sorte de surcompensation humaine. C'est pourquoi le professeur va rester une figure centrale de la société et qu'un professeur peut être parfaitement augmenté par l'existence de l'intelligence artificielle. Et moi qui suis professeur actuellement et qui utilise l'intelligence artificielle, je peux vous le dire, c'est une réalité déjà d'aujourd'hui. Et donc, la société hyper technologique n'est pas nécessairement une société inhumaine, et l'éducation est le premier des outils pour qu'il en soit ainsi. Et cette société qui va vers le rapport de force tel que nous le voyons sur le plan international n'est pas nécessairement un monde sans valeur. De la même façon, je ferai la même symétrie. Oui, le monde de demain peut être un monde de pur rapport de force avec juste la victoire du plus fort. Ce serait catastrophique. Ignorer que ça peut arriver est une erreur, et donc il faut avoir le sens du rapport de force. En revanche, jeter à la poubelle les valeurs au nom du fait que ce monde ne serait que rapport de force serait une erreur symétrique aussi grave, parce que nous nous perdrions avec. Et c'est donc cet équilibre entre monde hyper technologique et monde humain d'une part, et l'équilibre entre un monde où on doit être conscient des rapports de force et devenir fort pour porter ce que nous avons à porter, mais où les valeurs font sens et donnent un sens à la société que nous proposons à nos enfants. Et bien c'est cette approche-là qui me paraît la bonne aujourd'hui pour avoir confiance dans l'avenir. Merci beaucoup. Je laisse le ministre prendre un café. La première question va être posée, puisque nous sommes un cercle un peu d'origine chrétienne-démocrate, par notre grand ami Bernard Bourdin, qui est grand professeur à l'Institut catholique de Paris. Question courte, Bernard. Oui, merci Eric. Je suis évidemment en total accord avec tout ce que vous avez dit, notamment par la problématique de la faiblesse de nos démocraties, de la République. J'ai une très bonne nation. Je pense qu'il y a un triptyque démocratie, République, nation. Alors, enseignant la philosophie politique, l'histoire des idées, je suis extrêmement sensible à tout ce que vous avez pu dire. Par contre, il y a un point d'inquiétude, c'est de voir que même en licence 3, vous voyez des jeunes arriver qui vous disent Thomas More était un grand philosophe utopiste du XXe siècle. On citait que cet exemple parmi bien d'autres. C'est-à-dire que c'est catastrophique au plan de la chronologie. Bernard, tu as posé la question. C'est où en est-on l'enseignement de l'histoire aujourd'hui? Et que cet enseignement va permettre de redynamiser cette conscience collective. Voilà. Je m'arrête là où alors, je vais demander aux élèves de poser dans la foulée leurs questions, comme ça permet. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Moi j'aurais une question justement sur l'intelligence artificielle, puisque vous en avez parlé à la fin. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée sur le lien entre intelligence artificielle et éducation, et comment est-ce que vous voyez dans les années à venir la façon dont l'IA va remodeler l'école et l'éducation, et vous, quand vous étiez aux commandes de Ruth Grenette, comment vous vous étiez emparé de cette question? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de le faire de façon synthétique. La question de l'enseignement de l'histoire est évidemment fondamentale. Elle est fondamentale à l'échelle de l'humanité d'ailleurs. Je voudrais rappeler pour commencer que lorsque j'étais ministre, il y avait Alain Lamassoure qui a pris une très grande et belle initiative que nous avons en quelque sorte consacrée quand la France présidait le Conseil de l'Europe en 2018-19, et qui était de créer un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, du Conseil de l'Europe. Ça signifie qu'il y a aussi la Russie, la Turquie qui sont concernés, pour voir où en est l'enseignement de l'histoire dans chaque pays, en laissant évidemment la souveraineté de chacun pour le faire, mais on sait très bien, on le voit dans
le conflit israélo-palestinien, à quel point les enfants palestiniens ont été conditionnés par des manuels d'histoire invraisemblables, il y a des problèmes de ce genre, l'ensemble des nationalismes agressifs ont été nourris par parfois une vision mensongère de l'histoire, etc. Donc le non-enseignement de l'histoire ou l'enseignement d'une histoire biaisée est évidemment un élément clé pour l'humanité. Et puis bien connaître l'histoire, c'est évidemment être à l'aise dans son temps. Chacun le sait et c'est très important. Donc on a créé je le dis pour l'échelle européenne au sens large, on a créé cet observatoire et c'est intéressant de regarder où il en est aujourd'hui. S'agissant de la France, d'abord, on dit souvent que l'enseignement de l'histoire n'est plus chronologique. Ça n'est plus vrai. Et d'ailleurs, j'étais frappé parce qu'un jour, le président, en 2023, dans une conférence de presse, a dit « Et on va remettre la chronologie dans l'histoire ». Je regrettais qu'un conseiller à côté ne lui dise pas « Monsieur le Président, nous avons fait ça lors du premier quinquennat ». C'est comme ça, il faut accepter les choses de la vie. Le fait est que, et ça aussi chacun peut le vérifier, l'enseignement de l'histoire est chronologique à l'école primaire, au collège, et désormais au lycée aussi, dans le tronc commun. Et surtout, par-dessus le marché, nous avons créé, en plus de l'histoire qui est dans le tronc commun, commune à tous, donc, nous avons créé un enseignement que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui est un grand succès, qui s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. C'est entre 15 et 20% des élèves qui le choisissent chaque année. Et je pense donc, alors que l'enseignement de l'histoire est en baisse presque partout dans le monde, il y a des pays en Europe où c'est devenu optionnel. Donc il y a une espèce d'inculture complète. Votre Thomas More au XXe siècle, c'est bénin à côté d'autres choses que l'on peut voir. Et la France, elle, a pris un chemin inverse, et notamment cette initiative-là, qui fait qu'on a quand même 15 à 20% des élèves passés par là qui, surtout dans les circonstances actuelles où les enjeux géopolitiques sont essentiels, sont, je crois, plus musclés sur ces questions qu'avant. Et les professeurs d'histoire géo qui sont parfois enclins à ne pas aimer tout ce que fait le ministre, je pense là sur ce sujet, vous n'entendez presque rien, c'est donc que ça va très très bien. C'est une grande conquête pour la discipline historique et géographique que ce qui s'est passé, là. Sur les usages de l'intelligence artificielle, donc là il y a énormément à dire évidemment. J'ai une vision plutôt optimiste de ce sujet. Bien sûr, il y a à la fois, comme d'habitude, des périls et des atouts. J'ai une vision optimiste dans la mesure où nous sommes conscients de l'un et de l'autre. Alors d'abord, du côté des périls, il est évident que l'école est de plus en plus en position, justement, d'éduquer les enfants, y compris par l'histoire d'ailleurs, face à tous les sujets technologiques. C'était vrai avant l'arrivée de l'IA, c'est encore plus vrai désormais. Et donc, au cœur même de la mission scolaire, y compris quand on apprend à lire et écrire compter, le sujet de la lutte contre la désinformation, le sujet de la lutte pour les libertés, du sens de la déontologie numérique, de la prévention par rapport à tous les mauvais usages, devient central dans l'éducation. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a fait en la matière, mais il y a encore à faire et peut-être, je n'ai pas de conviction absolue là-dessus, mais peut-être faudra-t-il même créer une discipline autour de ça, même si jusqu'à présent nous avons considéré que c'était transversal. Et puis, de prendre Marseille et de finir par... D'accord. En deux mots, on avait quand même pris une initiative sur l'IA, plusieurs initiatives sur l'IA. Et par exemple, la création d'un robot conversationnel pour les enfants pour apprendre une langue étrangère. Et je donne cet exemple parce que vous avez posé la question, mais aussi parce que c'est très illustratif de la rapidité des technologies. Le produit qui met, après un appel d'offres qui est revenu sur mon bureau vers 2019-2020, était intéressant, mais rien du tout à côté de ce qui existe depuis... Donc en 3-4 ans, si vous voulez, le saut technologique a été gigantesque. Et donc même si vous savez, vous avez l'intuition que quelque chose va se passer, il y a cette question de l'adéquation. Je néglige pas quand même la question sur les libertés et l'État. C'est d'une certaine façon tout ce que j'ai dit au cours de la conférence. J'ai, en tant que professeur de droit, des réflexions sur la nature même de notre état de droit. Pour le dire rapidement, nous devons retrouver le sens de la hiérarchie des normes. La solution n'est pas dans la démultiplication des droits dans tous les sens, ni des instances pour les faire valoir, mais dans une plus grande unité de notre droit public en particulier. Et donc cet équilibre, de nouveau entre démocratie et république, c'est-à-dire entre libertés individuelles et biens communs,
est quelque chose que l'on doit sans arrêt avoir à l'esprit. Bon, je manque de temps pour développer ce que ça signifie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le sujet, une fois encore, est un sujet d'équilibre, vraiment un sujet d'équilibre. Si on verse seulement d'un côté ou seulement de l'autre, on est dans l'anarchie ou la dictature, et évidemment, ça ne va pas. Sur la question du service national universel et plus généralement de l'esprit de défense, cette expérience, je m'y suis beaucoup investi, elle est extrêmement intéressante, dans ses forces comme dans ses faiblesses. Les freins ne sont pas venus que du ministère de l'Éducation nationale, pour dire la vérité, beaucoup aussi au ministère de la Défense, des Armées, parce qu'on retrouve le même sujet que pour le service militaire. Et là, j'ai pourtant de très bonnes relations avec l'institution militaire, mais j'observe qu'on parle tout le temps d'esprit de défense, et les militaires sont les premiers à dire qu'on en a besoin. Néanmoins, quand il s'agit de dire que l'armée pourrait contribuer, éventuellement en faisant un pas de côté dans ses missions, à cet esprit de défense de manière générale vis-à-vis de la jeunesse, il y a toujours la peur de détourner l'armée de sa mission essentielle, qui en effet est de se battre. Et je pense que, évidemment, derrière viennent les sujets budgétaires et de ressources humaines. Donc, moi, j'ai vraiment acquis la conviction qu'il faut rétablir le service militaire en France, hein, donc ça va beaucoup plus loin que le service national universel. Bien sûr, pas dans les formes que nous avons connues autrefois, mais qui inclut les formes que nous avons connues autrefois, c'est-à-dire une capacité à se défendre, mais aussi une capacité à tout simplement se dédier à plus grand que soi, c'est-à-dire son pays et les autres. Et ce creuset républicain dont nous avons besoin à un moment donné entre l'âge de 18 et 25 ans, eh bien, nous devons le retrouver sous une forme ou sous une autre. Ça fait partie des sujets sur lesquels j'essaye d'apporter ma contribution sur ce que ça pourrait être. Mais un des enseignements du SNU, c'est qu'il faut faire grand ou pas faire. C'est-à-dire si vous faites... sinon, il y a 1000 petits obstacles qui s'opposent, donc il vaut mieux faire une sorte de grand rouleau compresseur pour faire une vraie réforme de société, plutôt que de procéder par petits pas sur un sujet comme celui-là en tout cas. Et puis sur Marseille, pour terminer, ça m'offre une conclusion en fait, puisque l'expérimentation de Marseille, vous le savez tous, consiste dans le cadre de ce qu'on a appelé Marseille en grand, de donner des outils aux écoles pour prendre des initiatives et au fond renforcer leur autonomie. J'ai évidemment vu ça d'un œil très, très favorable. De nouveau, on est sur un sujet d'équilibre. C'est toujours le même raisonnement quand même, c'est-à-dire l'extrême autonomie, c'est pas bien, l'extrême centralisation, c'est pas bien non plus. Et on doit mettre les bonnes compétences au bon endroit. Si nous n'avions pas eu une certaine centralisation au moment du Covid, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire et donc avoir fermé seulement 12 semaines, tandis que l'Allemagne, très décentralisée, a fait 38, l'Italie 38, etc. Donc n'oublions pas le côté colonne vertébrale pour notre République de l'éducation nationale et le fait qu'il y a des enjeux d'unité qu'il faut bien garder en tête. Mais il faut aussi l'autonomie des acteurs et leur donner du pouvoir. Et le Marseille en grand est intéressant à la fois pour les réussites et aussi les limites de ce qu'ils ont... quasiment plus parler. Oui, comme de beaucoup de choses. Mais c'est aussi parce que ça rencontre une limite. L'autonomie, c'est pas seulement donner des budgets et dire faites des choses innovantes et 1000 fleurs vont fleurir. En réalité, ça doit être accompagné. Et ce que je crois, et je terminerai par là justement aujourd'hui, c'est qu'en effet, la grande réforme à venir dans l'éducation nationale, elle va être sur ce sujet de l'autonomie des établissements et des écoles. Ce qui se passe dans le privé est d'ailleurs intéressant à ce titre, et il y a des choses à prendre, notamment sur la gestion des ressources humaines, pour le plus grand profit de tous, les professeurs dans leur carrière, les élèves dans leur vie quotidienne. Ça nous renvoie aux enjeux d'évaluation des établissements, de projets d'établissement, de sens que l'on donne à la vie collective d'un établissement, de sens que l'on donne à la carrière des professeurs, dont la vie va être modifiée par les évolutions technologiques actuelles. Donc on peut avoir la vision d'une nouvelle étape pour l'éducation nationale, qui soit à la fois synonyme de progrès et de liberté. Vraiment, on a ça entre nos mains. Il faudrait réussir à créer plus d'unité nationale autour de cette vision, et je pense que c'est ce qu'il faut faire pendant les 2 années qui viennent pour que ça puisse se faire à un moment donné de manière forte et volontariste, comme pour le sujet précédent. Et embarquer les familles. Remercier, notre ami a fondé, comme vous le savez, le Labo de la République. Donc, si tu as 2 secondes, c'est le moment de pub, mais il est mérité. Il est vraiment extraordinaire parce que je suis très mauvais pour ça. Et voilà, si vous savez le nombre de conférences où je suis supposé dire ça, et à la limite, c'est presque un sujet central, et puis je pars, je ne l'ai pas dit. Heureusement qu'il y a Eric pour
pour dire ça. Donc oui, en effet, c'est important de le dire parce que derrière tout ce que je vous ai dit, il y a un travail collectif qui est intellectuel mais qui est aussi pratique au travers du laboratoire de la République, que vous pouvez regarder le site sur Internet. Vous êtes tous archi bienvenus. Il y a des commissions qui réfléchissent à tous les domaines de l'action publique. Il y a des événements publics. Il y a 2 jours, on en a fait un sur l'Ukraine à la Maison de l'Amérique latine qui était avec par exemple Muriel Doménac, l'ancienne ambassadrice de France à l'OTAN. C'était très riche et très intéressant. Vous êtes tous bienvenus. Il y a l'université d'été qui est à Autun, 28, 29 et 30 août. Vous êtes bienvenus aussi. Tout ça, vous pouvez vous inscrire en ligne, voir tous les détails. Mais l'objectif, c'est de dire qu'au fond, on ne s'en sortira que par du volontarisme et des idées, et que lorsqu'on délaisse ces enjeux-là, eh bien, il se passe un peu n'importe quoi, il y a une pente fatale du dessèchement du pays. Et donc c'est pourquoi je m'intéresse autant aussi à l'implantation du laboratoire de la République dans les établissements d'enseignement. Les jeunes donc sont très, très bienvenus. Il y a des jeunes du laboratoire de la République à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, où je me rends tout à l'heure, et ainsi de suite. Nous en avons implanté une à Sciences Po Paris il y a 2 semaines, de façon à ce que les jeunes, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, eh bien, aient une grille de lecture démocratique et républicaine des enjeux de leur temps, qui prennent ensuite des engagements qui seront les leurs librement, mais qu'ensuite ce soit eux qui, avec cette colonne vertébrale, construisent le pays dont on a besoin. Donc et derrière ça, il y a le sujet du lien intergénérationnel. Et donc ça nous concerne tous. Donc bienvenue au laboratoire de la République à tous. Merci.